Et je sais pas si vous avez des photos des physiciens qui sont dans la salle du contrôle-commande de la machine. Ils voient ces choses et il y a une émotion incroyable. Et quelques semaines plus tard, on a eu la preuve que ces signaux correspondaient bien aux bosons de Higgs. L'annonce a été faite à l'échelle mondiale le 4 juillet 2012. Et je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais en fait, il y avait deux expériences qui travaillaient sur la même machine et elles s'étaient jamais parlé parce que la consigne, c'était que les résultats de l'une ne devaient pas être communiqués à l'autre parce que sinon, ça crée des biais. Donc, la première expérience a présenté ses résultats, puis la seconde expérience a présenté ses résultats. Et à la fin, les deux exposés, la conclusion, c'était qu'on avait trouvé le boson de Higgs. Et dans la salle, il y avait Peter Higgs, le physicien qui avait prédit son existence en 1964, qui avait, si ma mémoire est bonne, il avait 82 ans à l'époque. Et pas loin de lui, il y avait François Englert, un autre physicien qui avait fait la même prédiction en 1964. Ils s'étaient jamais rencontrés, ils s'étaient jamais parlé, mais ils étaient dans la même salle. Et tous les deux, qui étaient donc âgés, qui n'avaient pas bien compris les exposés, parce que le vocabulaire des physiciens qui font des expériences n'est pas le même toujours que celui des physiciens qui font de la théorie. Mais ils ont quand même compris que leur prédiction faite 48 ans plus tôt avait été vérifiée par l'expérience. Et là, il y a eu une grande émotion, des grands applaudissements. L'amphithéâtre était comble. Il y a même des gens qui avaient dormi dans le couloir la veille au soir pour être sûr d'avoir une place dans l'amphithéâtre. Ouais, c'est un grand moment. Un grand moment. Merci. Merci beaucoup. Alors là, j'ai une question de Louis au lycée de Florence. Oui, Bonjour. du coup, est-ce que vous pouvez recommander un livre ou un film de fiction ou un essai sur l'IA et pourquoi? Ah, un essai de fiction ou un... Alors, c'était au choix parce qu'il se pose la question, effectivement, un essai pour comprendre, mais il y a aussi des élèves, Ouais. notamment en HLP et en anglais, qui voulaient savoir s'il n'y avait pas des films ou des livres de science-fiction que vous trouvez plus Ah. pertinents sur l'IA que d'autres et pourquoi. Ah bah, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, où il y a un robot qui prend la parole, qui s'autonomise. Le truc qui est vraiment fascinant dans l'IA quand même. Que moi, j'avais pas vu venir, c'est le fait que des machines sont capables de parler. Voilà, des machines parlent. Elles disent des phrases qui pour elles n'ont aucun sens. Les machines apprennent sans rien comprendre de ce qu'elles apprennent. Et donc, quand une machine parle, dit des phrases à voix haute qui ressemblent à des phrases humaines, nous qui entendons ces phrases dites par des machines, nous leur attribuons un sens, évidemment, et nous ne pouvons pas nous empêcher que la machine qui parle comprend ce qu'elle dit, ce qui n'est pas le cas. Et donc, 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick, il commence à poser cette question, euh, qu'on a appelée d'ailleurs l'effet ELISA, c'est-à-dire quand une machine vous parle, même si c'est une voix complètement artificielle qui ne comprend pas ce qu'elle dit, vous ne pouvez pas vous empêcher de lui attribuer une personnalité, un caractère, une façon de parler qui connote sa personnalité. Et ça, c'est très troublant. Alors, il y a un livre, tiens, j'ai tous mes yeux. Il y a un livre que je peux vous recommander, ça s'appelle L'avenir des robots et l'intelligence humaine, qui a été écrit il y a quelques années par un monsieur qui s'appelle Moravec. Il est connu parce il a énoncé un paradoxe. Le paradoxe, c'est, d'après lui, que plus une tâche est facile à faire pour un être humain, et plus elle est difficile à faire pour une machine. Il donnait deux exemples. Il disait, par exemple, la reconnaissance faciale. Moi, je vous vois là, et si je vous croise dans la rue demain matin, je vous reconnaîtrai. Vous voyez, je suis capable de reconnaître votre visage de façon assez simple parce que je vous ai vu pendant quelques secondes aujourd'hui. Eh bien, Moravec dit, ça, une machine ne pourra jamais le faire. Et là-dessus, il s'est trompé, puisque comme vous le savez, les machines sont capables de reconnaître les visages. Votre téléphone, il est capable de voir si c'est bien vous qui êtes devant l'écran ou quelqu'un d'autre. Donc, les machines sont capables de reconnaître les visages, bien que ce soit une tâche assez facile pour les humains. Donc ça, c'est une contradiction avec le paradoxe de Moravec. Et il donnait un autre exemple, qui est se faire couper les cheveux. Il dit, voilà, pour les humains, euh, se faire couper les cheveux, c'est assez simple, et donc les machines ne pourront jamais le faire. Et là-dessus, il a raison. Il a raison. Pour l'instant, il n'y a pas de robot qui coupe les cheveux. Ou alors, quand ils le font, c'est un désastre.
Et donc, pour l'instant, les coiffeurs ne sont pas menacés par l'IA. Oui, pendant très longtemps, on a pensé que l'IA allait surtout concurrencer les métiers manuels, les gens qui font des tâches automatiques, les caissiers dans les supermarchés, etc. Ce qui est vrai, ils sont concurrencés, même remplacés maintenant par les machines. Mais on voit aussi que l'IA maintenant aide, donc concurrence des métiers dits intellectuels. Par exemple, ChatGPT est capable d'écrire des articles à votre place. Il est capable de faire des plaidoiries d'avocats aussi bien qu'un avocat. Et ça pose des questions qui vous concernent. Par exemple, moi j'ai des étudiants dans une école d'ingénieurs, et jusqu'à présent, jusqu'à l'an dernier, en fait, l'examen que je leur donnais, c'était de rédiger un texte chez eux, et ensuite ils devaient m'envoyer leur copie. Ben, je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça parce que je sais que si je leur demande ça, ils vont se faire aider par ChatGPT ou d'autres logiciels qui les aideront à produire leurs devoirs. Et moi, j'ai pas envie de corriger des textes écrits par des machines. Et donc maintenant, on leur demande de faire leurs devoirs dans une salle, comme dans l'ancien temps, avec des gens qui les surveillent, avec leur téléphone qui leur est retiré, etc. Et du coup, les copies sont pas très bonnes. Enfin, elles sont pas toutes bonnes. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va longtemps demander aux humains, en l'occurrence aux étudiants, de faire tout seuls, dans leur coin, des choses que les machines feraient mieux qu'eux? Voilà. Ça, c'est une question fondamentale. Évidemment, quand un étudiant écrit sa copie, il dit ce qu'il pense. Il écrit le cheminement des idées qui se produisent dans sa tête. S'il s'inspire d'une machine ou s'il demande à ChatGPT, par exemple, de faire le texte, quitte à ce qu'ensuite il le corrige un petit peu, ce ne sera pas sa pensée qu'on va corriger. Et donc, la question philosophique, finalement, c'est celle de savoir euh, quel poids on va donner à l'intelligence humaine comparativement à ce qui semble être l'intelligence des machines. Et pour que vous compreniez ce que je veux dire là, je vais vous donner un exemple historique. Vous savez qu'au XIXe siècle, on a inventé un nouveau processus pour capter les images qui s'appelle la photographie. Et quand on a inventé la photographie, les artistes peintres, les artistes, se sont sentis menacés par cette invention technologique, puisque les photographies pouvaient représenter les paysages que eux, ou les visages que eux passaient de très grandes heures à tenter de reproduire par la peinture. Et en fait, leur réaction a été d'inventer ce qu'on appelle l'abstraction, c'est-à-dire d'inventer un nouveau genre artistique dans le domaine de la peinture, qui consiste à inventer des choses abstraites que, évidemment, les appareils photo ne peuvent pas capter, parce que ces choses abstraites ne sont pas visibles dans le monde réel. Et donc, ils ont surmonté la concurrence technique de la photographie par l'invention d'une nouvelle forme d'art. Et la question qui se pose pour nous avec l'IA, c'est un peu la même. C'est-à-dire, est-ce que l'IA va nous abêtir, au sens où elle va nous inciter à déléguer notre pensée à des machines, à laisser les machines décider et penser à notre place, ou bien est-ce que nous allons, nous, provoquer une sorte d'essor de l'esprit qui va rendre notre intelligence bien supérieure à celle des machines? Pour moi, c'est une question ouverte, hein, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'elle va se poser pour vous dans les années qui viennent. Donc, je vais donner un exemple de livre et un exemple de film. Est-ce que ça vous suffit? Ah bah c'est parfait, merci beaucoup. Voilà. Saragosse, c'est à vous la main.